Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette interview. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi séjourne depuis mercredi dernier à Lubumbashi, alors qu'un rapport du mouvement citoyen Le Congo n'est pas à vendre vient de sortir. Ce rapport qui parle de plus de 3 milliards de dollars américains que le Congo pourrait perdre dans le cadre des transactions minières conclues avec l'homme d'affaires israélien Dan Gertler. Pour en parler, nous allons donc avoir en direct de Bruxelles monsieur Jean-Jacques Lumumba, qui est banquier, lanceur d'alerte et cofondateur du réseau panafricain de la lutte contre la corruption, dont fait partie le mouvement citoyen Le Congo n'est pas à vendre. Et il est en direct avec nous depuis Bruxelles. Jean-Jacques Lumumba, bonsoir et merci beaucoup de répondre à nos questions aujourd'hui. Bonsoir Monsieur Munga, merci à vous de m'avoir invité. Donc le président de la République démocratique du Congo se trouve actuellement dans la riche province du Katanga, mais entre-temps, vous venez de sortir un rapport dans lequel vous critiquez l'exploitation minière en République démocratique du Congo, et le nom qui revient, c'est le nom de monsieur Dan Gertler. Est-ce que vous pouvez d'abord, Jean-Jacques Lumumba, nous donner le contenu, un résumé du contenu de ce rapport que vous venez de publier ? Au fait, le contenu de ce rapport qui vient d'être publié par la plateforme Le Congo n'est pas à vendre, qui est une plateforme qui regroupe beaucoup d'ONG, tant nationales en RDC qu'au niveau international, est en train de retracer toutes les pertes à cause de tous les contrats miniers qui ont été signés du chef de monsieur Dan Gertler depuis 2001 à ce jour, et nous avons essayé de nous projeter de 2021 jusqu'à un peu plus de 2040. Donc nous avons évalué sur une méthodologie un peu plus minimaliste des pertes subies jusqu'à ce jour qui s'évalue à peu près 1,9 milliard. Et ce que le Congo subira de maintenant jusqu'en 2041 qui s'évalue à peu près 1,7 milliard. Donc vous comprenez que la République va perdre près de 4 milliards de dollars à cause des contrats miniers qui ont été signés dans une certaine opacité et qui malheureusement bénéficient à une seule personne et à son clan. Alors, le président de la République, justement, se trouve actuellement à Lubumbashi, qui est le poumon de l'économie congolaise, où on trouve plusieurs minerais. Quel signe vous donnez à cette visite du président de la République à Lubumbashi ? Vous savez, nous avons été très satisfaits d'écouter le chef de l'État hier évoquer cette question minière quand lui-même a dit que nous étions dans un pays potentiellement riche où les gens venaient chez nous pour faire de l'argent, alors que le contraste visible, c'est la pauvreté de la population, c'est le manque criant des écoles, c'est le manque criant des routes, des hôpitaux pour permettre à cette population de mieux vivre. Ce que nous attendons du chef de l'État et du gouvernement actuel, précisément, c'est de leur engagement à pouvoir mettre la lumière sur tous les contrats décriés et sur toutes les procédures qui ont été, à notre humble avis, biaisées depuis plusieurs années, afin de permettre à ce que ces contrats puissent aujourd'hui être révisités et que la justice puisse mettre son nez, parce que vous savez, Dan Gertler, que nous cessons de décrier il y a de cela plusieurs mois, fait l'objet de sanctions américaines et de plusieurs ouvertures de procès au niveau de plusieurs pays. Mais malheureusement, au niveau de la République démocratique du Congo, il n'y a pas encore un signal fort qui a été donné dans ce sens, afin que tout ce que nous décrions comme contrat opaque puisse être aujourd'hui remis sur la table, et que les royalties et que les bénéfices et que les gains de ces minerais bénéficient réellement aujourd'hui au peuple congolais en termes d'écoles, en termes de routes. Et c'est même la raison pour laquelle nous avons fait ce rapport, pour essayer de démontrer ce que M. Gertler gagnait tous les jours et le manque à gagner que cela a en termes d'infrastructures, en termes d'écoles, en termes d'hôpitaux. Et tout cela sont des faits qui manquent aujourd'hui au quotidien des Congolais. Donc il appartient au chef de l'État, en tant que garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, de pouvoir s'enquérir de la situation. Nous pensons qu'il est déjà au courant de la situation, mais de pouvoir instruire son gouvernement afin que les actes concrets puissent être posés et que la justice intervienne dans cette situation.
Voilà, c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à parler de cette affaire des minerais en République démocratique du Congo. Il y a ce code minier qui a été dernièrement adopté, qui a fait couler également beaucoup d'encre. Qu'est-ce que vous pensez, vous, que le président Tshisekedi peut faire aujourd'hui que le président Joseph Kabila n'a pas pu faire par rapport à l'octroi des contrats miniers en République démocratique du Congo? Nous pensons d'abord qu'il doit y avoir une révisitation de tous les contrats qui ont été signés pour faire en sorte que là où l'État congolais a été dupé, vous avez suivi la sortie récente de Monsieur Albert Youma, qui est PCA de la GECAMINE, que là où l'État congolais a été dupé, que l'État puisse rentrer dans ses droits et que de l'autre côté, la population puisse bénéficier réellement de toute cette opacité qui n'a cessé de nous appauvrir pendant des années. Et donc, il est du devoir du chef de l'État de faire avancer ce dossier. Le code minier qui existe aujourd'hui a ses déficits, a ses côtés positifs, mais nous pensons qu'à ce jour, il y a lieu de regarder ces contrats miniers afin que les autres ne puissent pas venir s'enrichir sur le dos de la population qui continue à trimer et à souffrir. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée, Monsieur Lumumba, de comment les contrats miniers en République démocratique du Congo sont négociés? Vous savez, ce que nous décrions dans nos rapports depuis il y a cela plusieurs années, c'est que beaucoup de contrats miniers qui sont donnés dans la plus grande opacité, des initiatives comme l'ITIE ne cessent de clamer la publication des contrats, ce qui n'a pas été le cas depuis de cela plusieurs années, depuis l'accession au pouvoir du président Kabila et même bien avant. Et donc vous voyez qu'il y a une certaine transparence qui doit être faite. Beaucoup de contrats ne passent pas par des appels d'offres de façon claire et transparente. Et il fallait que la Banque mondiale puisse insister, puisse mettre la pression sur le gouvernement pour que certains contrats soient publiés. Mais aujourd'hui, je peux dire que la plupart des contrats miniers en RDC ne sont pas publiés. Et donc, c'est une opacité qui ne profite pas à la population. Et ce que nous reprochons aujourd'hui à M. Gertler, c'est l'acquisition de ces mines à des prix dérisoires et la revente après à des prix exorbitants. Et donc, vous comprenez que cela aurait pu profiter directement aux caisses de l'État, au trésor public. Aujourd'hui, le gouvernement Lukonde est en train de chercher de l'argent pour pouvoir mettre en place sa politique. Donc, il y a lieu d'avoir sur ces questions-là plus de transparence afin que afin que des programmes prioritaires comme l'éducation gratuite puissent être réellement une réussite, au lieu d'aller tout le temps frapper sur les portes de la communauté internationale, de la Banque mondiale et du BAD pour résoudre des problèmes prioritaires, alors que nous avons sur nos terres des moyens qui peuvent nous aider très directement de gagner de l'argent et de faire profiter cela à la population par des politiques d'intérêt public. Alors, ce rapport, justement, parle des milliards de dollars perdus. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ce sont des projections que vous avez faites? Est-ce que vous avez mené des enquêtes pour venir avec ces conclusions aussi graves qu'on peut lire dans votre rapport? Cela a été fait, je pense que cela a été fait avec les méthodes, comme nous l'avons dit dans le communiqué du Congo n'est pas à vendre, avec les méthodes les plus minimalistes. Et nous n'avons pas voulu faire de l'exagération, prendre les plus grands chiffres, et nous avons confronté ces chiffres à toutes les personnes qui ont été mises en cause, que ce soit Monsieur Youma qui a eu à signer certains contrats, que ce soit Monsieur Gertler qui a reçu notre lettre et notre rapport avant que cela ne soit publié. Déjà il y a de cela un mois, donc personne n'a contesté, et le délai étant dépassé, nous avons jugé mieux de publier ce rapport. Donc ce rapport ne multiplie pas les chiffres. Nous avons d'ailleurs été beaucoup moins nous avons pris l'hypothèse la plus minimaliste possible pour ne pas être dans des exagérations. Donc ce ne sont pas des accusations gratuites, et à ce jour ces chiffres n'ont pas été contestés, et donc vous comprenez que cela pourrait être peut-être plus important que ce que nous avons publié. 3,71 milliards de dollars, c'est le chiffre qui sort de votre rapport, et vous avez essayé de faire le parallélisme entre ces chiffres et ce qui pourrait être réalisé avec l'argent qui va entre les mains de Monsieur Gertler. Est-ce que vous pouvez y revenir pour nous éclairer un tout petit peu?
Exactement. Vous savez que c'est de la façon la plus explicite que nous pouvons montrer à la population, à l'opinion nationale, ce que Monsieur Gertler gagne par jour et ce que ça pourrait réellement bénéficier à la population. Nous avons donné un exemple des royalties qui gagnent en termes qui s'élèvent à un peu plus de 200 000 dollars. C'est quasiment 2 écoles qui peuvent être construites. Donc, avec tout ce que Monsieur Gertler a gagné pendant ces années, ça aurait pu construire 10 000 écoles. Donc vous comprenez comment est-ce que l'avenir de nos enfants, dans une certaine mesure, a été hypothéqué. Les routes pouvaient être construites, plus de 1000 kilomètres de routes pouvaient être construites avec tout ce que Monsieur Gertler Mais a empoché. monsieur Gertler, c'est un homme d'affaires. Il est tout à fait normal qu'il fasse des bénéfices. Il est normal qu'il fasse des bénéfices, mais il ne peut pas faire des bénéfices dans la plus grande opacité et au détriment du peuple congolais. C'est peut-être son nom qui revient aujourd'hui parce que c'est celui qui a gagné le plus d'argent ces dernières années. Et il y a un autre côté du rapport que les gens ne lisent pas. Nous fustigeons aussi le comportement des multinationales qui ont préféré, au lieu de faire bénéficier cet argent à la République, passer par un intermédiaire pour pouvoir le corrompre. Nous utilisons bien le terme le corrompre et bénéficier des services d'un individu au lieu de bénéficier des services d'un État. Un individu, aussi puissant soit-il, ne peut pas gagner plus que ce que ne gagne un État. Si le Congo est pauvre aujourd'hui, elle ne peut pas se permettre de perdre de l'argent pour pouvoir alimenter un individu. Et c'est ce qui a poussé plusieurs institutions, plusieurs ONG à se lever contre ce qui est en train d'être fait. Et au finish, les sanctions américaines sont tombées pour des faits de corruption que lui-même ne nie pas, malheureusement. Donc nous sommes dans une situation où le peuple est lésé, mais il est de notre devoir aussi d'éclairer la lanterne de cette population pour permettre à ce que les gouvernants actuels prennent des décisions qui vont dans l'intérêt général et dans l'intérêt de tout le monde. Oui, dans le même ordre d'idée, justement, Monsieur Gertler vous invite, vous, le Congo n'est pas à vendre avec d'autres organisations citoyennes, à vous mettre sur une même table, dans une sorte de table ronde pour discuter parce que il pense qu'il y a beaucoup de malentendus par rapport à lui. Je pense que ça, c'est un faux fouillant, si nous devons nous exprimer ainsi, parce que depuis le 2 avril, il a refusé de répondre à ce que nous lui avons étalé comme fait, avec documents et contrats à l'appui. Mais il veut faire ça, c'est aussi sa façon de narguer le peuple congolais. Moi, je pense que le meilleur endroit où Monsieur Gertler devra éclairer l'opinion, c'est au niveau de la justice, que ce soit la justice tant au niveau national qu'au niveau international. Ce n'est pas dans une table ronde, ce n'est pas une question de vouloir éclairer qui que ce soit. La meilleure instance auprès de laquelle M. Gertler pourra éclairer l'opinion, c'est au niveau de la justice. Et si la justice le blanchit, pourquoi pas? Mais ce n'est pas dans une table ronde où il nous invite publiquement, alors qu'il connaît les adresses par lesquelles le Congo n'est pas à vendre et passer pour lui écrire. Il envoie une lettre de façon publique où nous ne savons même pas si ça vient réellement de lui, mais il connaît comment est-ce que nous l'avons contacté, il connaît les adresses du Congo n'est pas à vendre, donc il aurait pu passer par cette voie-là pour nous contacter. Mais je pense qu'il use de subterfuges pour pouvoir attirer la sympathie des personnes qui sont assez naïves et qui ne connaissent pas la réalité. Mais je crois que la justice doit se saisir de ce dossier afin que M. Gertler et ses complices répondent devant la justice nationale et même internationale pour qu'ils puissent prouver son innocence. Ce n'est pas dans une table ronde qui va venir. Ça veut dire autrement que vous déclinez cette invitation? C'est une façon pour nous aussi de dire que nous n'acceptons pas de nous faire manipuler par une personne qui a de cela plusieurs années a utilisé les mêmes méthodes. Nous savons et nous voyons où est-ce qu'il veut arriver. Et c'est la raison pour laquelle, à ce stade, nous disons que c'est à la justice de pouvoir éclairer la lanterne et non au cours d'une table ronde dont nous ne connaissons ni les tenants et ni les aboutissants. Alors, le nom de Monsieur Gertler revient souvent dans cette affaire minière, dans les affaires minières en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il n'y a que lui? Sinon, pourquoi seulement Gertler? Ce n'est pas une fixation. Beaucoup sont en train de nous poser la question pour nous dire pourquoi vous ne citez que son nom.
Mais la réponse, elle est toute simple. Si nous ne focalisons que sur lui pour le moment, c'est parce que c'est celui qui a gagné le plus d'argent sur le dos des Congolais. S'il y a une autre personne, s'il y a d'autres preuves qui existent, nous appelons et nous invitons ces autres personnes qui détiennent ces preuves à les publier, à faire des enquêtes et pourquoi pas à donner les noms de ces personnes qui se sont aussi enrichies sur le dos des Congolais. Et ce n'est pas une fixation sur la personne de Monsieur Gertler. S'il y a des personnes aujourd'hui qui détiennent des preuves sur d'autres personnes qui se sont enrichies sur le dos des Congolais, nous les invitons à les publier et à saisir la justice pour cela. Nous attaquons à lui parce que c'est la personne qui a le plus bénéficié des services de la République et de la complicité de nos autorités. Vous savez, il y a un récent rapport qui est sorti qui cite clairement M. Gertler comme l'un des émissaires de M. Joseph Kabila auprès des gouvernements extérieurs et même auprès du gouvernement américain. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Donc, nous ne nous attaquons pas à lui pour faire une simple fixation par jalousie, comme aiment l'exprimer certains médias proches de lui, mais c'est pour s'attaquer à la personne qui a le plus bénéficié des mines congolaises avec la complicité tant des autorités au niveau national que de plusieurs multinationales qui ont utilisé les méthodes opaques de corruption pour pouvoir bénéficier des mines et de l'exploitation de nos minerais. Monsieur Jean-Jacques Lumumba, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les contrats miniers en République démocratique du Congo sont-ils négociés? Les contrats miniers, je parlerai de la règle normale, sont négociés par la GECAMINE, par exemple, qui est détentrice de certains carrés miniers, ou par d'autres sociétés, qui est dans l'obligation de publier des appels d'offres de façon transparente, et de l'autre côté, de juger de ces appels d'offres pour voir si les personnes qui viennent ont l'expérience requise et si elles ont les moyens nécessaires de pouvoir exploiter nos minerais, et si derrière elles ne font pas l'objet de plusieurs poursuites ou d'une réputation qui est clean. Et donc de ce point de vue-là, il y a plusieurs normes de litier qui doivent être respectées au niveau international pour permettre à ce que ce ne soit pas des minerais de sang. Donc il y a plusieurs lois. Si cela touche par exemple les entreprises américaines, la loi Magnitsky, par exemple, il y a plusieurs lois qui doivent être respectées pour pouvoir bénéficier des contrats miniers. Et il y a aussi l'approbation à un certain niveau du Conseil des ministres. Il y a plusieurs étapes qui doivent être faites dans la signature des contrats miniers. Mais malheureusement, ce que nous reprochons aujourd'hui au clan M. Gertler et entre autres à M. Yuma, c'est d'avoir outrepassé toutes ces règles et accordé des contrats miniers à une personne et à des entreprises qui peut-être le méritaient, mais dont la procédure n'a pas été suivie. Vous vous rappellerez que l'ancien ministre Matata Ponyo a eu à demander des comptes, des explications à M. Yuma, mais comme il était très fort à l'époque, il a outrepassé le pouvoir du Premier ministre pour pouvoir passer des contrats et signer des contrats. C'était surprenant pour une république qui se veut être respectable que le Premier ministre dise devant les chaînes internationales qu'il a appris certains contrats devant des inspecteurs de la Banque mondiale ou des agents de la Banque mondiale. C'était assez aberrant comme image que nous avons dégagée de la République. Donc vous comprenez qu'il y a déjà eu à ce niveau-là une certaine opacité et malheureusement cette opacité ne continue pas parce que la personne qui a eu directement à bénéficier de ces contrats continue à exercer et à bénéficier des royalties. Donc la procédure et beaucoup de procédures ont été violées et outrepassées et donc il y a lieu de pouvoir les revoir et dans une certaine mesure de republier les appels d'offres afin que des personnes les plus méritantes bénéficient de ces contrats et que cet argent aille directement à la caisse de l'État. Monsieur Jean-Jacques Lumumba, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes banquier, lanceur d'alerte et cofondateur du réseau panafricain de lutte contre la corruption UNIS. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, merci beaucoup.